Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, bienvenue à vous à ce premier numéro des séances de séminaire du programme L'Important pour l'année 2026. Par la suite logique des séances précédentes de l'année 2025, ces séminaires se maintiennent en lien avec l'actualité multilatérale impliquant l'Afrique et les Africains. Le programme NAM du laboratoire LASPAD développe par ailleurs toute une autre panoplie d'activités allant de la production d'un bulletin mensuel, des capsules vidéo en langue nationale, des notes de politique à destination des décideurs publics. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui porte sur les opinions publiques africaines et le multilatéralisme. De l'enjeu sécuritaire avec les atteintes à la souveraineté, en passant par les questions sanitaires avec la lancinante question de la prise en charge de la réaction face aux pandémies, sans oublier les enjeux environnementaux avec une appropriation beaucoup plus privative, sans oublier la question des moyens. L'opinion publique tend à se constituer sur le continent africain. La figure traditionnelle du diplomate et du soldat, cher à Raymond Aron, l'individu et les sociétés viennent fortement s'affirmer. Bertrand Badi affirmait récemment que les relations internationales sont désormais l'affaire de 8 milliards d'acteurs. Toute une série de questions se posent face à cet enjeu-là. À partir de quel stade peut-on parler d'une opinion publique? Qu'est-ce qui constitue cette opinion publique? Ces questions multilatérales sont-elles laissées aux seuls initiés? Quel est le degré d'influence? Quelles thématiques en lien avec l'action multilatérale sont plébiscitées? Quelle incidence avec l'intelligence artificielle, la désinformation généralisée ou encore la diplomatie publique d'état tiers? Suivant ces impératifs, nous avons sollicité un professionnel des médias, Omar Ndiaye, journaliste au quotidien national du Soleil, chef de service du desk international. Monsieur Ndiaye est titulaire de 2 masters, dont l'un en journalisme obtenu au CESTI et l'autre en relations internationales obtenu au CHEDS. Pour donner une suite logique à toutes ces interrogations, la séance du jour va être animée par lui. Monsieur Ndiaye, vous avez la parole. Merci. Merci. Merci beaucoup, Fadilou. Tout d'abord, mes remerciements les plus appuyés au LASPAD et à M. Ayton et à vous-même aussi pour l'invitation qui m'a été faite pour venir parler de cette question des opinions publiques africaines et du multilatéralisme. Pour tous mes encouragements aussi, à vous aussi, votre laboratoire et à vous tous, doctorants et autres chercheurs ici dans ce laboratoire qui cherchent à mettre les questions multilatérales au cœur de l'opinion. Comme c'est le sujet actuel, l'opinion publique. Je pense que votre travail est assez intéressant pour être encouragé parce que d'habitude, les questions multilatérales ou les questions internationales n'intéressent pas souvent nos opinions publiques africaines. Et il est bon que un laboratoire comme le vôtre s'y met avec vraiment la pédagogie qui s'y est aussi, la science qui va avec pour vous expliquer davantage ces questions multilatérales, que ces questions nous concernent nous Africains, pas seulement que des questions nationales, mais les questions multilatérales aussi doivent être au cœur de nos discussions, au cœur de nos opinions, pour être discutées et être vraiment travaillées, pour enfin que ceux qui décident sachent que il y a une opinion qui est là, qui s'intéresse à ces questions-là, et votre travail est vraiment à féliciter dans ce sens. Merci beaucoup pour d'abord l'invitation à discuter de cette question-là, qui avec, comme vous le dites, le thème, les opinions publiques africaines et le multilatéralisme. Je pense que c'est une question lancinante, comme vous l'avez dit, qui demande à être posée, qui demande à être discutée, parce que les questions multilatérales de plus en plus intéressent les opinions publiques africaines, de plus en plus intéressent les médias. Pour les médias pour lesquels je travaille, Le Soleil, qui est le quotidien national, nous avons une grande tradition de discuter des questions internationales. Le Soleil a eu toujours une page ou bien un service dédié aux questions internationales. Bon, il y a eu un moment donné où ce service-là a été rattaché au service politique, mais depuis presque 1 an ou 2 ans, le service international est revenu avec un service dédié avec une page ou bien des pages dédiées, avec des cahiers dédiés, et un service qui, comme les autres services, travaille tous les jours pour donner du contenu à l'actualité internationale, pas seulement
reprendre les dépêches d'agences de presse parce que d'habitude, c'est ce qui se faisait. Pour traiter les questions internationales ou bien les questions multilatérales, les médias africains en général ne faisaient que relayer ce qui se faisait à l'international avec la reprise des dépêches, que ce soit les dépêches de l'Agence France Presse, les dépêches de Reuters ou de AP, ces grandes agences qui tous les jours donnent des dépêches sur l'information internationale ou même les agences africaines comme APA ou bien la PANA. Maintenant, il faut, nous au Soleil, nous avons eu vraiment l'idée, pas l'idée même parce que ça existait déjà, nous avons fait revenir cette tendance à faire en sorte que l'actualité internationale soit vraiment traitée et bien traitée. Moi, à mon niveau en tant que chef de service, j'essaie de m'y atteler autant que possible en donnant la parole aux gens qui sachent, vous les doctorants, vous les chercheurs et même les acteurs, que ce soit les ambassadeurs ou bien les militaires, comme vous l'avez dit, les diplomates et les militaires. Donc, à ce niveau-là, nous essayons un peu de mettre la taille internationale au cœur des opinions africaines, parce qu'il est important que nous sachions que nous ne sommes pas seulement dans un monde où nous sommes dans un monde interconnecté, nous sommes dans un monde mondialisé, comme le disait le grand chercheur en charge de l'information, j'oublie encore le nom, qui parlait d'un monde mondialisé, en fait d'un village planétaire. Il disait que le monde est un village planétaire. Nous, quand nous faisons nos cours de sciences de l'information, de la communication, nous avons été tout en dernier. McLuhan, il s'appelle McLuhan, c'est un Canadien qui disait que le monde est un village planétaire, en disant que ce qui se passe à New York peut avoir des répercussions dans un village reculé en Afrique. Donc, ce qui fait que nous sommes dans un monde connecté. Donc, ce qui se passe à New York doit nous intéresser. Ce qui se passe à Londres doit nous intéresser à Dakar. Ce qui se passe à Dakar aussi doit intéresser ce qui se passe dans les autres parties du monde. Donc, cette conception du village planétaire de McLuhan revient toujours, que ce soit sur le traitement de l'information, que ce soit sur les questions internationales. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, nous avons fait un plan pour ce thème-là avec un plan de deux parties. D'abord une introduction et de deux parties. Une première partie sur les opinions africaines face au multilatéralisme régional et continental. J'appelle ça le multilatéralisme continental et régional parce qu'en Afrique, nous avons aussi des institutions multilatérales, que ce soit au plan continental, que ce soit au plan régional. Au plan continental, l'institution la plus connue, c'est l'Union africaine. Et au plan régional, les institutions sont assez connues, que ce soit la CEDEAO, ce que j'appelle les communautés économiques régionales, que ce soit la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, que ce soit l'Union du Maghreb arabe ou en Afrique du Nord, que ce soit le CEMAC ou la CEMAC du moins, ou bien la CAC en Afrique centrale, que ce soit la SADC en Afrique australe. Donc, il faut voir comment les opinions africaines réagissent par rapport à ces institutions-là, que ce soit au continental ou régional. Aussi, la deuxième partie, comment les opinions africaines réagissent par rapport au multilatéralisme global, que ce soit international. Donc, quand on parle de multilatéralisme global, l'institution qui revient le plus, c'est l'Organisation des Nations Unies, parce que c'est l'organisation multilatérale la plus connue, la plus célèbre et la plus importante au plan international. Donc, nous allons voir comment les Africains voient l'opinion des Unions africaines, du moins, voir ces multilatéralismes-là au plan global. Et aussi, une deuxième partie que j'appelle, moi, vers un nouvel environnement diplomatique africain. Comment, nous, en Afrique, nous devons voir comment les opinions africaines, avec l'émergence des réseaux sociaux, avec l'émergence de cette distribution de ce bouleversement même que les réseaux sociaux ont amené, avec une population jeune aussi en Afrique, comment ces opinions-là peuvent être assez critiques, assez connectées, et ces opinions-là demandent peut-être un nouveau regard sur ce multilatéralisme-là. Comment ces opinions-là regardent ça et peut-être quelles sont les pistes de réflexion à mettre en place pour que nous ayons ce que j'appelle ce nouveau environnement diplomatique africain. Et enfin, la conclusion. Donc, pour commencer en introduction, je pense que nous allons faire un peu comme les universitaires le font, faire une clarification conceptuelle. D'abord, c'est quoi l'opinion
publiques ou bien c'est quoi les opinions publiques. Parce que ce concept d'opinion publique est à la fois étudié par la science politique, par la sociologie, surtout nous dans notre domaine par les sciences de l'information et de la communication. Je pense que nous, dans nos cours de sciences de l'information et de la communication, nous avons beaucoup travaillé sur les opinions publiques, nous avons beaucoup étudié les opinions publiques à travers des techniques de sondage que nous avons eu à faire, à travers des cours sur la sociologie de l'opinion publique. Et dans cette discipline, il y a des auteurs, dans la discipline de la science des sciences de l'information et de la communication, il y a des auteurs très connus comme Dominique Wolton, qui est assez connu, qui est aussi professeur au CNRS français, qui est aussi, je pense, directeur de la revue Hermès, qui parle beaucoup, qui a beaucoup écrit, et qui a beaucoup parlé de ce concept d'opinion publique. Parce qu'à travers beaucoup de ses ouvrages, comme Penser la communication, Sauver la communication, Dominique Wolton a écrit sur l'opinion publique, a défini un peu ce que c'est que l'opinion publique, a parlé un peu des répercussions de cette opinion publique-là, par rapport aux médias, surtout aux médias classiques. Je pense que ces écrits ont se sont beaucoup focalisés sur les médias classiques parce que auparavant, je pense que c'est vers les années 2000 que nous avons eu une émergence ou bien l'éruption des réseaux sociaux qui ont un peu bouleversé les sciences de l'information de l'application. Parce que c'était pas prévu, mais au départ, tous les médias classiques étaient entrés dans le champ d'étude de ces sciences de l'information de la communication. Mais maintenant que l'éruption des réseaux sociaux là est là, je pense que ces réseaux sociaux là ont aussi fait l'objet d'études sur le plan de l'opinion publique, de la formation de l'opinion publique. Parce que je pense que ces opinions, du moins ces réseaux sociaux là, sont aussi très importants dans la formation de l'opinion publique maintenant. Parce que ils sont devenus ces réseaux sociaux-là, ces médias dits nouveaux, dits sociaux, sont aujourd'hui les principales sources d'information de la population ou même de l'opinion. Parce qu'auparavant, c'était les médias classiques, c'était les grandes chaînes d'information qui relayaient de manière continue les informations sur ce qui se passe à l'international. Mais maintenant, ce paradigme-là a changé et les réseaux sociaux sont devenus, à côté de ces médias classiques-là, les principales, je veux dire même la principale source d'information aujourd'hui. Ce qui fait que cette opinion-là, l'opinion publique-là, se forme aujourd'hui entre deux camps à travers les médias dits classiques et aussi à travers les médias sociaux. Donc, pour parler un peu de la définition donnée par Dominique Wolton sur l'opinion publique, Dominique Wolton a décrit l'opinion publique comme le socle de la démocratie. Parce que, selon lui, l'opinion publique est vraiment au cœur de l'évolution de la démocratie. Parce que l'opinion publique est plus connue, plus pensée, plus réfléchie dans les démocraties. Bon, parce que si dans les pays où il y a pas de démocratie, souvent il n'y a pas d'opinion publique parce que Dominique Wolton dit que l'opinion publique est l'opinion qui est rendue publique. Donc, comment cette opinion-là est rendue publique? Elle est rendue publique via les médias, via les sondages qui sont très fréquents dans les grandes démocraties, via aussi, comme je l'ai dit, dans les réseaux sociaux. Donc, ce concept est apparu dans les sciences de l'information et de la communication vers le XVIIIe siècle et comme je l'ai dit, elle a tour à tour comprise entre l'opinion du plus grand nombre. Parce que l'opinion publique aujourd'hui, dans les grandes démocraties, c'est souvent l'opinion du plus grand nombre. C'est aussi souvent l'opinion rendue du public ou bien l'opinion mesurée par les sondages. Parce que dans les grandes démocraties, avec les grands médias, là, il y a des sondages réguliers, fréquents, qui sont menés pour mesurer l'opinion sur une question. C'est pas seulement en période électorale que les sondages dans des pays, au Sénégal, les sondages sont un peu interdits dans les périodes électorales, mais il se trouve que vous pouvez commander un sondage sur une question donnée pour voir comment une population, ou bien comment la population perçoit une question, que ce soit une question nationale ou bien une question internationale. Et l'opinion publique est mesurée à travers ces sondages-là, à travers les médias-là aussi. Et dans les sondages, nous, dans nos cours de sondage, c'était tellement passionnant parce que les cours de sondage étaient les cours de sondage étaient un peu animés parce que moi, la question que je posais tout le temps au professeur, c'était en deuxième année, quand nous étions en deuxième année, c'est comment on mesurait les sondages. C'est que les sondages étaient exacts, mais on disait que toujours, il y a une marge d'erreur
dans les sondages, il y a une marge d'erreur dans les sondages, mais de manière assez scientifique, c'est souvent clair, parce que c'est un échantillonnage qui est mis en place. Et par rapport à cet échantillonnage-là, on cible soit une zone, soit une catégorie de population, soit par âge, soit par sexe, pour voir comment cette catégorie-là perçoit, ou bien ces catégories-là perçoivent une telle question, qu'elle soit nationale ou internationale. Et souvent, comme on le dit, il y a des marges d'erreur, que ce soit de 1% ou 2%, mais de manière générale, les sondages sont assez corrects, sont assez scientifiques, quoi. Même si c'est aussi des sciences sociales, il y a des marges d'erreur à prendre en compte. Donc, comme définition, je l'ai dit, l'opinion publique est aujourd'hui, est l'opinion du plus grand nombre. C'est l'opinion qui est rendue publique ou c'est l'opinion qui est mesurée par les sondages réguliers. Pour venir à l'autre question, c'est le multilatéralisme. C'est quoi d'abord le multilatéralisme? Je pense que moi, pour chercher la définition de cette question, je suis allé voir ce que les Nations Unies, qui sont l'Organisation des Nations Unies, qui est la plus grande organisation internationale multilatérale, définit le multilatéralisme. Et les Nations Unies ont une définition assez claire. Et cette définition-là est quoi? Pour les Nations Unies, le multilatéralisme est par opposition au bilatéralisme ou bien à l'unilatéralisme. Le bilatéralisme, c'est quand c'est deux pays qui sont ensemble. L'unilatéralisme, c'est quand un seul pays se projette de lui-même sur le plan international. Et dans cette définition-là, il est dit qu'au sens strict, que le multilatéralisme définit une forme de coopération entre au moins 3 États. Donc, pour qu'il y ait une multilatéralisme, il faut qu'il y ait au moins 3 États qui se réunissent pour soit créer une organisation, soit créer un ensemble ou bien une structure qui va prendre en compte beaucoup de leurs questions. Donc, néanmoins, cette définition, comme je l'ai dit, des Nations Unies, elle est quantitative et ne suffit pas à rendre compte de la nature du multilatéralisme. Et dans cette définition aussi, les Nations Unies disent que le multilatéralisme n'est pas seulement une pratique ou une question de nombre ou d'acteurs impliqués. Pour les Nations Unies, le multilatéralisme implique l'adhésion à un projet politique, que ce soit par exemple la CEDEAO, qui au départ était une organisation économique, mais maintenant qui est une organisation économique et politique, fondée sur le respect d'un système partagé de normes et de valeurs, et aussi de nombreux valeurs. Et selon aussi les Nations Unies, le multilatéralisme repose sur des principes fondateurs tels que la consultation, l'inclusion et la solidarité. Donc, quand vous êtes membre d'une organisation multilatérale, selon les Nations Unies, le principe, ou bien les principes fondateurs, c'est la consultation. C'est-à-dire que les décisions sont prises après consultation, les décisions sont prises après qu'il y ait des processus d'inclusion, que tout le monde soit impliqué, et surtout des principes de solidarité. Je pense que quand vous êtes ensemble dans une organisation multilatérale, le principe de solidarité n'est pas un vain mot, c'est un principe fondamental qui fait que vous êtes solidaire sur des décisions, vous êtes solidaire sur en face d'une question, les positions à prendre. Et selon les Nations Unies aussi, le fonctionnement du multilatéralisme est déterminé par des règles, que ce soit des chartes pour les Nations Unies, élaborées collectivement, qui assurent une coopération durable et efficace. Et ces règles-là garantissent notamment ces règles, comme on le dit, garantissent notamment que les acteurs aient les mêmes règles. Donc, je disais que selon les Nations Unies, le multilatéralisme fonctionne à travers des règles élaborées, que ce soit à travers des chartes, à travers des traités. Et ces règles-là garantissent à tous les acteurs les mêmes droits. Je pense qu'aux Nations Unies, a priori, les États ont les mêmes droits, sauf ceux qui sont membres du Conseil de sécurité, où il y a 5 membres permanents et 10 membres non permanents. Mais à l'Assemblée générale, je pense que tous les pays ont les mêmes droits et les mêmes obligations, et en s'appliquant de manière continue. Donc, selon les Nations Unies, le multilatéralisme est à la fois une méthode de coopération, une forme d'organisation du système international. Je pense que c'est ça un peu la définition donnée par les Nations Unies sur le multilatéralisme. Je pense que de deux côtés,
nous avons fait une définition conceptuelle sur ce que c'est que les opinions publiques ou l'opinion publique de manière générale et ensuite le multilatéralisme. Je pense en guise d'introduction, c'était ça. Pour parler un peu maintenant du contexte. Dans quel contexte sommes-nous actuellement? Nous sommes aujourd'hui dans un contexte sur le plan international où même africain aussi, nous avons un retour de ce que j'appelle moi le nationalisme souverainisme dans des pays comme le Sénégal. Bon, dans le discours de nouvelles autorités sénégalaises, ces mots de souverainisme reviennent de plus en plus. Donc, dans le contexte dans lequel nous sommes dans un contexte où nous avons un retour du souverainisme nationalisme, c'est-à-dire au retour de l'État-nation, comme il est théorisé dans les études de sciences politiques et de relations internationales. Vous avez aussi ce retour du souverainisme avec la création des entités qui sont des entités multilatérales comme la Confédération des États de l'AES, que ce soit au Burkina, au Mali et au Niger qui sont à côté. Donc vous voyez dans ces pays-là, il y a un retour de ces concepts de nationalisme, il y a un retour de ces concepts de souverainisme. Et aussi, dans le contexte dans lequel nous sommes dans un contexte où il y a une crise du multilatéralisme à tous les plans. Et une crise qui est un peu une crise structurelle et ce que j'appelle une crise existentielle. Parce que c'est une crise qui peut menacer même l'existence de ces organisations multilatérales. Plus près de chez nous, je pense que la CEDEAO est l'exemple le plus éloquent et le plus papatant. Parce qu'il y a une crise au sein de la CEDEAO. Cette crise a amené à ce que ces trois pays-là, du Burkina, du Mali et du Niger, ont pu quitter. Et cette crise du multilatéralisme aussi frappe les Nations Unies qui sont la plus grande organisation internationale. Aujourd'hui, la voix des Nations Unies n'est plus audible sur beaucoup de questions liées au droit international, liées à des conflits comme le conflit israélo-palestinien, où la voix des Nations Unies n'est plus ce qu'elle était auparavant. Donc, ce contexte est assez important à souligner et à réaffirmer que nous sommes en face d'une montée du souverainisme nationalisme, nous sommes en face d'une crise du multilatéralisme et aussi nous sommes aussi, sur le plan international, en face d'une montée en puissance des pays du Global South, ces pays des cibles-là, que ce soit la Chine, avec qui sont aussi des ensembles multilatéraux, les BRICS, vous avez le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, qui sont aujourd'hui, qui montent en puissance et qui veulent s'imposer sur la géoéconomie et la géopolitique mondiale. Donc, c'est un contexte assez frappant à mettre en avant par rapport à ce sujet-là des opinions africaines et du multilatéralisme. Maintenant, comme je l'ai dit auparavant, pour mesurer une opinion, je pense que le baromètre qui est le plus utilisé, ou bien l'un des baromètres les plus utilisés, c'est le sondage. Et j'ai pris un sondage qui a été réalisé l'année dernière par une institution très connue qui est Afrobaromètre et très sérieux dans ce qu'il fait, sur un peu la perception des Africains sur les questions multilatérales, la perception des Africains sur les institutions africaines. Et je pense que si le graphique, je sais pas si le graphique est très clair. Et cette étude-là, ce sondage-là montre des résultats qui m'ont un peu surpris parce que dans certains pays, vous voyez que il y a des taux de positif. En fait, le sondage est positif par rapport à cette question-là, de la perception des Africains sur l'influence de l'Union africaine. Vous voyez dans des pays comme le Libéria, le sondage a été réalisé en 2024-2025 sur 30 pays africains. Et dans certains pays où il y a des taux, où 119% qui sont positifs, la perception du monde est positive par rapport à l'Union africaine. Vous voyez le Libéria, la Mauritanie qui est à côté, 69%. Et bon, la Mauritanie, ça se comprend. Ma lecture est que dans les années passées, le président mauritanien a été le président de l'Union africaine. Et il a occupé, Mohamed Ghazouani a occupé le poste tournant de président de l'Union africaine. Et je pense que quand il a occupé ce poste-là, il a essayé un peu de s'en servir pour se projeter à l'international. Et cela, je pense, a eu des répercussions sur l'opinion mauritanienne sur ces questions multilatérales, sur les questions du monde continental, du multilatéralisme continental. Et vous voyez des taux de perception de 69% en Mauritanie. Vous voyez donc l'action publique, elle est importante
sur la perception des opinions africaines sur les questions multilatérales. Si vous avez un président ou bien un gouvernement qui met ces questions-là au cœur de son agenda, ça peut avoir des répercussions sur l'opinion publique en général du pays. Je pense que la Mauritanie en est un exemple. Mohamed Ghazouani avait bien pris à bras le corps sa présidence et a un peu essayé de voyager un peu en Afrique pour bien jouer son rôle de président de l'Union africaine. Et c'était beaucoup impliqué sur beaucoup de crises, sur beaucoup de questions africaines quand il était président président tournant du monde, président quand il a c'est la présidence tournante de l'Union africaine. Vous avez des pays comme la Gambie à côté, parce que bon, la Gambie a beaucoup bénéficié de l'Union africaine. La Gambie a beaucoup bénéficié des actions de la CEDEAO, que ce soit dans la démocratisation de ce pays-là, dans le retour de la démocratie. Parce que si nous étions la CEDEAO, la Gambie n'allait pas connaître peut-être ces changements de régime que nous avons eu en 2016 ou 2017, parce qu'il a fallu qu'une force de la CEDEAO se déploie dans ce pays-là, et cette force est toujours là-bas pour que l'ancien président Yahya Jammeh puisse daigner quitter le pouvoir face à cette pression-là. Je pense que par rapport à ça, donc s'il y a des actions directes ou indirectes de ces organisations continentales ou régionales dans des pays, et la perception peut changer. L'opinion de ces pays-là, ou bien l'opinion publique dans ces pays-là, par rapport à ces questions multilatérales, ou bien par rapport à ces organisations multilatérales, peut changer. Un autre exemple dans ce sondage-là, c'est le Mali. Au Mali, où si nous avons dans la moyenne de ce sondage-là sur l'influence de l'Union africaine dans des pays, chez la moyenne est de 55% sur les 30 pays. Au Mali, le taux est à 42%. Donc, ça veut dire que les Maliens ne sont pas trop enclins n'ont pas une perception positive de manière globale, en fait, majoritairement sur la question sur l'Union africaine. Parce que même si au Mali, l'Union africaine a eu à intervenir en 2000, je pense qu'au début de la crise, en 2010, après l'Union africaine a eu à sanctionner le Mali par rapport aux coups d'État qui ont eu à se voir dans ce pays-là. Et ces sanctions-là, de même que les sanctions de la CEDEAO, ont donné une perception négative de la CEDEAO ou bien de l'Union africaine vis-à-vis des populations maliennes. Aujourd'hui, la junte au pouvoir au Mali, ou bien dans les pays de l'AES, a fait de cette question-là, vous allez dire, un catalyseur de la haine, même pas de la haine, mais de la perception négative que les populations maliennes, les populations des pays de l'AES ont eu de ces organisations qui sont là que pour sanctionner à des pays qui, à leurs yeux, ont dévié par rapport au principe que ces organisations-là ont défini. Donc, si vous voyez bien, dans des pays comme le Mali, la perception n'est pas identique que le Libéria, ou bien en Mauritanie, ou bien en Gambie, ou même en Côte d'Ivoire. Dans ces pays-là, la perception est plus élevée que dans des pays comme le Mali ou bien la Guinée et autres. Donc, par rapport à cette conception, par rapport à ces influences-là, aux influences de l'Union africaine sur les opinions africaines, ce sondage-là, qui est assez édifiant, montre que dans certains pays, c'est positif à un certain niveau à 70%, mais dans d'autres pays, c'est positif à 42%, ou bien c'est négatif même à 34%. Donc, ça veut dire qu'il y a des tendances réfractaires par rapport à ces organisations multilatérales, qu'on soit dans un pays ou d'autre. Donc, l'opinion africaine, si nous voyons bien ces sondages-là, bien les opinions africaines ne sont pas unanimes, ne sont pas similaires par rapport à leur perception sur ces questions multilatérales, en fait, sur ces questions multilatérales, ou bien par rapport à ces organisations multilatérales-là. Je pense que ça, c'est assez édifiant que l'opinion change d'un pays à un autre. Donc, comme je l'ai dit, ces résultats montrent la perception des Africains sur les institutions que sont gendarmes l'Union africaine avec des reconnaissances des intérêts nationaux. Si vos intérêts nationaux ne sont pas conformes avec ce que dit l'Union africaine, les opinions dans ce pays-là ont tendance à se rebeller, ont tendance à
se montraient moins conciliants ou bien moins perceptifs du moins par rapport à l'Union africaine. Donc, par rapport à ce sondage-là, plus de la moitié des Africains, 55%, considèrent que l'influence économique de l'Union africaine est positive, notamment dans la grande majorité en Gambie, qui a connu, comme je l'ai dit, des soubresauts politiques où des institutions comme la CEDEAO et l'Union africaine ont eu à intervenir, en Côte d'Ivoire de même, ou par rapport à la crise de 2010, ou même de la crise, la première crise, l'Union africaine a eu à être présente, que ce soit en Mauritanie, comme je l'ai dit, avec les actions du président Ghazouani lors de son passage à la tête de la présidence tournante de l'Union africaine, aussi au Libéria, qui a connu des difficultés, et le Libéria aussi assez illustratif parce que dans ce pays-là, c'est dans ce pays-là que la force de la CEDEAO, les Comores, a eu à faire ses premiers pas et a eu à aider ces pays-là, que ce soit le Libéria, que ce soit même la Sierra Leone, à un peu sortir de cette vague de conflits-là, avec les conflits, des conflits du Diamant-du-Sang, et dans ces zones-là, qui ont miné cette zone-là du Libéria et de la Sierra Leone. Et par rapport à ce sondage-là, vous voyez que seuls 14% considèrent, sur la moyenne des 30 pays, que l'influence de l'Union africaine est négative, avec des critiques beaucoup plus fréquentes au Mali, comme je l'ai souligné tout à l'heure, 34%, au Congo-Brazzaville, 30%, et aussi en Guinée, 30%. Donc ces pays ont une opinion publique plus différente de l'opinion des pays comme le Mali, le Libéria ou la Côte d'Ivoire, où les actions de l'Union africaine ont eu à être visibles dans ces pays-là. Donc, pour aussi revenir sur le multilatéralisme, les opinions publiques africaines passent à ce multilatéralisme continental et régional. Il y a seulement 14% qui l'aperçoivent négativement et qui indiquant un soutien modéré mais stable. Et si nous faisons une comparaison de ces chiffres-là sur les opinions de l'Union africaine qui sont à 57% positifs, à 57% ou 57% positifs, ces opinions-là sont comparables à celles que les Africains ont sur des puissances comme la Chine. Si vous voyez bien, les opinions africaines sont très réceptives par rapport à des puissances étrangères comme la Chine, à 60%, même plus que des opinions sur l'Union africaine, et aussi à 53% sur les États-Unis. Donc la Chine, par rapport aux États-Unis, est plus bien perçue, et démonstration est plus bien perçue que les États-Unis par rapport à l'opinion africaine. Et cela suggère quoi? Que les Africains valorisent le multilatéralisme continental comme un contrepoids aux influences extérieures. Je pense que c'est assez édifiant. Il faudrait que notre multilatéralisme soit assez fort, assez dynamique pour que ça puisse contrebalancer les influences de ces puissances sur notre quotidien. Si vous voyez que la Chine a 60% de taux de positif sur les opinions africaines, ça veut dire que quelque chose, que l'action des Chinois est souvent beaucoup plus perçue que l'action de ces, comment ça s'appelle, des institutions multilatérales et continentales. Je pense que c'est assez édifiant et assez qui a à regarder. Pour un peu maintenant venir sur le multilatéralisme continental et régional, les institutions régionales. Je pense que je montre un deuxième graphique où par rapport aux organisations régionales, 55%, il y a un taux de positif de 55% de perception par rapport aux organisations régionales que sont les communautés économiques régionales. Donc, si nous voyons bien, la majorité des Africains interrogés dans ce sondage estiment que les besoins et les intérêts de leur pays sont suffisamment pris par l'Union africaine à 57% et de leur communauté économique régionale, que ce soit la CEDEAO, que ce soit, comme je l'ai indiqué, la SADC, que ce soit l'IGAD en Afrique de l'Est ou bien l'Union du Maghreb arabe. Donc, à vrai dire, les opinions africaines ne sont pas trop réfractaires ou bien trop contre ces organisations régionales ou bien continentales, avec un taux, même si c'est très faible, 57%, pas la majorité, juste la majorité, mais au moins, ces opinions africaines-là, si les intérêts de leur pays sont suffisamment pris en compte, ne sont pas contre ces organisations multilatérales. Par exemple, je l'ai dit, le Libéria, où la CEDEAO a beaucoup aidé
la Gambie ou la CEDEAO a beaucoup aidé. La perception que ces pays-là ont de ces organisations-là est plus élevée que, par exemple, au Mali, où la CEDEAO est mal perçue, bien l'Union africaine est mal perçue. Donc, vous avez peut-être une ambivalence par rapport au regard des opinions africaines sur les organisations multilatérales et régionales. Donc, pour venir sur la deuxième partie, les opinions africaines par rapport au multilatéralisme global, avec d'abord les Nations Unies. Et ce que j'appelle aussi, ce deuxième point, vers un nouvel environnement diplomatique africain. Donc, sur ce sondage-là, je reviens toujours sur ce sondage-là, 7 Africains sur 10 soutiennent l'idée que les pays africains doivent avoir une plus grande influence dans la prise de décision des organismes internationaux tels que les Nations Unies. Donc, c'est vrai que les opinions africaines gopent les Nations Unies. C'est vrai que les opinions africaines sont d'accord avec les Nations Unies, mais les opinions africaines aussi sont aussi demandeurs de solutions, ou bien demandeurs de plus d'équité, de plus de changements, de plus d'influence des Africains dans ces questions multilatérales-là. Est-ce que les Africains ont une influence sur les organisations internationales comme l'ONU? Et je pense que ça, c'est une demande forte qui est relayée par les opinions publiques africaines à travers les sondages, à travers des forats, à travers de ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Je pense que si vous analysez bien les messages sur les réseaux sociaux actuellement, surtout sur les Nations Unies, ce qui est demandé, c'est que plus de place pour l'Afrique, plus de place dans la gouvernance mondiale pour l'Afrique. Et ça vient en écho avec ce qui se dit même en haut, parce que aujourd'hui, les discours des grands dirigeants africains, que ce soit à l'Assemblée générale des Nations Unies, que ce soit dans les grandes rencontres, que ce soit au G20, que ce soit au FMI, que ce soit partout, ce qui est dit, c'est que les Africains ou bien l'Afrique doit avoir plus de poids, plus de présence dans ces organisations internationales. Et le président Wade avait cette formule-là que nous Africains, nous devons plus être au menu dans ces organisations, dans ces tables-là. Nous devons être autour de la table, pas au menu. Et ce plaidoyer du président Wade a donné, j'allais dire, des ouvertures pour que les Africains soient invités maintenant dans des grandes rencontres comme les G7, les G20 ou des autres rencontres internationales. Je pense que c'est un plaidoyer très important qui date de 20 ans et maintenant qui est aujourd'hui repris. Je pense que le président Macky Sall, quand il a été président de l'Union africaine, il a tout le temps plaidé pour plus de présence, plus d'équité dans la gouvernance mondiale, plus de présence africaine, plus d'équité pour l'Afrique dans la gouvernance mondiale. Et ce plaidoyer-là trouve écho aujourd'hui dans les opinions publiques africaines. Dans les opinions publiques africaines, comme je l'ai dit, 7 sur 10 sont pour plus d'influence de l'Afrique dans ces grandes organisations-là, que ce soit les Nations Unies, que ce soit même, pourquoi pas, un siège permanent au Conseil de sécurité. Je pense que au Conseil de sécurité, ça a été une bataille qui est menée depuis des années. Et je pense que cette bataille-là, aujourd'hui, trouve un écho favorable au niveau des opinions africaines, parce que les Africains veulent plus de présence, veulent plus de poids, veulent plus que les décisions qui sont prises pour eux qu'ils soient associés à ces décisions-là. Aujourd'hui, par exemple, pour prendre une question comme les opérations de maintien de la paix qui sont décidées par le Conseil de sécurité, sur les 11 opérations actuelles, je crois, de maintien de la paix des Nations Unies dans le monde, les 6 ou les 5 se trouvent en Afrique. Donc, si sur la moitié de ces opérations de maintien de la paix là se trouvent en Afrique et que les Africains ne sont pas là où se décident ces opérations de maintien de la paix là, ça pose problème. Je pense que, comme disait l'autre, ce qui se fait sans moi, ce qui se fait pour moi sans moi, est fait contre moi. Je pense qu'à ce niveau-là, les opinions publiques africaines sont demandeurs de plus d'influence et à juste raison que leur voix soit plus entendue, que leur voix soit plus écoutée dans ces instances-là. Donc, comme je l'ai dit, il est donc à noter un désir d'une plus grande influence africaine sur les décisions de ces organismes internationaux comme l'Organisation des Nations Unies. Le sentiment est particulièrement fort en Tunisie, avec 57% sur le sondage, et au Sénégal aussi. Parce que ça veut dire pourquoi? Que cette question au Sénégal, elle est au cœur de discussion. Cette question de réforme des Nations Unies, de réforme de la gouvernance mondiale, elle est au cœur maintenant de l'opinion publique sénégalaise. Pourquoi? Parce que
à mon avis, les autorités ou bien ceux qui étaient à la tête du Sénégal ou partout ont fait ce plaidoyer, que ce soit le président Wade, que ce soit le président Macky Sall et aujourd'hui le président Diomaye Faye. Je pense que son premier discours à l'Assemblée générale des Nations Unies parlait de cette inéquité dans la gouvernance mondiale et cela trouve un écho aujourd'hui dans les opinions publiques africaines. Parce que c'est très important à souligner. Et ce résultat aussi montre une érosion modérée de la confiance des Africains dans ces institutions globales. Et les Africains restent globalement engagés dans le multilatéralisme, regardant et voyant les Nations Unies comme un outil pour l'équité mondiale. Mais il faut que, comme je l'ai dit, que ces organismes-là soient gouvernés de telle manière que le poids des Africains ou la voix des Africains soit beaucoup plus audible et beaucoup plus présente. Ok, comme je l'ai dit, les différents appels lancés par les États africains à une réforme pour plus d'équité dans la gouvernance mondiale a eu un écho dans les opinions publiques africaines et aussi avec des résultats comme l'adhésion de l'Afrique au G20, renforçant l'appel à une réforme multilatérale. Je pense que pour la deuxième partie, quand je parlais de ce nouveau ce que j'appelle ce nouveau environnement africain, diplomatique africain, c'est quoi? C'est que nous voyons une montée en puissance des pays comme l'Inde, comme la Chine, comme la Turquie, et nous voyons aussi que en Afrique, il y a une diversification des partenariats. Dans beaucoup de pays, par exemple le Sénégal, le partenariat n'est plus unilatéral ou bien exclusif avec un seul pays, comme il se disait auparavant avec la France. Maintenant, le Sénégal, comme d'autres pays africains aussi, et même comme la majorité des pays africains, ils ont diversifié le partenariat comme réponse à ce multilatéralisme-là jugé inégal. Je pense que donc, ce que je dis, c'est que la pression politique de l'influence économique de la Chine, des États-Unis d'Amérique, de l'Union européenne et des anciennes puissances coloniales qui est en train de baisser, et de l'Inde et de la Russie, montre également que l'emporte également sur les perceptions négatives, même si une grande partie des Africains ne prennent pas position sur ces questions-là. Pour conclure, je pense que c'est assez long, pour dire que les opinions publiques africaines ne rejettent pas le multilatéralisme, mais peut-être plus un modèle plus juste, plus inclusif, plus centré sur les besoins du continent. Et il y a un autre aspect, je pense que je l'ai mis dans la conclusion, peut-être que je devais le mettre dans la deuxième partie, c'est la jeunesse. Nous sommes dans un continent jeune, démographiquement jeune. Et c'est quoi qui parle de jeunesse, parle de nouvelles technologies, parle de réseaux sociaux. Et ces jeunes générations-là sont plus connectées. Et ces jeunes générations-là sont plus critiques par rapport aux dépendances nord-sud. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a une émergence d'une opinion panafricaine sur les réseaux sociaux autour de la justice mondiale et autour du rôle de l'Afrique. C'est quoi? C'est que les jeunes, comme je l'ai dit à l'entame, que les jeunes qui sont aujourd'hui de la majorité dans beaucoup de pays africains s'informent via les réseaux sociaux et via ces réseaux sociaux-là développent une certaine opinion et cette opinion-là c'est quoi? C'est une opinion panafricaine. Et ces réseaux sociaux-là sont un peu dangereux dans une certaine mesure parce que ça permet un peu de véhiculer, c'est comme il est dit aujourd'hui, les fake news, la mésinformation ou la désinformation. Parce que la désinformation venant de ces organisations multilatérales-là passe souvent par ce canal-là des réseaux sociaux. Et les jeunes s'informent par rapport à ces réseaux, du moins, s'informent via ce canal des réseaux sociaux-là. Donc, nous avons aussi, comme je l'ai dit, une population assez jeune. Donc, il faut faire très attention par rapport aux opinions de ces jeunes-là, par rapport à ces jeunes-là qui sont très connectés et qui critiquent par rapport à ces dépendances nord-sud. Je pense que c'est un aspect à prendre en compte par rapport aux opinions africaines face au multilatéralisme et il faut vraiment, à mon avis, y veiller. Et comme je l'ai dit, il y a une importance de ces opinions-là pour façonner l'avenir du multilatéralisme en Afrique, en recommandant aussi des réformes pour accroître la présence de l'Afrique et renforcer la légitimité de ces institutions. Je pense que si, aux Nations Unies, nous aurons peut-être à l'avenir plus de présence, plus de poids des Africains, plus de poids de l'Afrique dans des questions qui sont discutées, ça peut façonner les opinions africaines par rapport à leur regard sur le multilatéralisme. Mais si, d'avenir,
au fil du temps, cette question-là n'est pas réglée, je pense que la perception négative que les opinions africaines ont des questions multilatérales, ont du multilatéralisme, peuvent s'accentuer. Et ça, à mon avis, sera au détriment du multilatéralisme. Et c'est peut-être à l'avantage de cette montée du nationalisme, souverainisme qui est en train de prendre beaucoup d'espace. Je pense que c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup pour l'invitation. Je pense que je reste ouvert au débat et aux questions. Merci à vous, M. Ndiaye. Merci pour la présentation qui a été assez claire avec le focus qui a été mis sur deux niveaux, à savoir le niveau africain, en général avec l'exemple de l'Union africaine qui a été considérée, mais également les communautés économiques régionales densifiées au travers de la CEDEAO, de l'Union Maghreb arabe, entre autres. Mais également à un niveau beaucoup plus global avec l'accent qui a été mis principalement sur les Nations Unies, qui constituent ici au niveau du NAM notre principal domaine d'activité avec des structures telles que le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale, la Cour internationale de justice ou encore les agences spécialisées. Il y a également la prise en compte de l'arrivée de nouveaux acteurs sur le continent qui a été prononcé, tel que la Chine, tel que le Qatar, tel que la Turquie, encore le renouveau de ces nouveaux acteurs sur le continent. Il y a également le contexte que vous avez eu à prendre en compte avec la montée du nationalisme ou encore du souverainisme, que ce soit dans l'exemple sénégalais avec des références du concept de souverainisme qui revient dans le vocable dans le vocable des nouvelles autorités, que ce soit s'agissant de la souveraineté alimentaire, la souveraineté numérique, entre autres. Il y a également la perception que vous avez essayé de déterminer, la perception que les Africains pourraient avoir sur ces institutions. Par exemple, est-ce qu'il s'agissait par exemple d'une acceptation positive ou encore d'une perception négative quant à l'existence de ces institutions. Il y a également le positionnement quant aux grandes questions actuelles, par exemple sur la réforme de la gouvernance globale, sur la réforme de la gouvernance financière. Est-ce que l'Afrique, par exemple, devrait avoir voix au chapitre dans les institutions comme les Nations Unies pour un continent qui, en 2050, devrait enregistrer une des proportions les plus importantes en termes de population et qui n'arrive pas à être représenté? C'est assez problématique. Vous avez également mentionné les opérations de maintien de la paix. L'Afrique en reçoit la part la plus importante. Elle n'arrive pas à décider. Elle décide principalement à titre de membre non permanent avec 3 sièges qui lui est octroyé. À ce titre, moi, j'avais principalement 3 questions à vous adresser. Qu'est-ce qui, selon vous, constitue principalement cette opinion que j'ai? Est-ce que, par exemple, cette opinion, elle est libre, elle est influencée? Qu'est-ce qui constitue principalement la base de cette opinion? Quelle est la composante de cette opinion, en fait? La deuxième question, elle concernerait le fait de savoir si on peut parler d'une capture de la décision par cette opinion. Est-ce que c'est cette opinion qui influence aujourd'hui les décideurs dans leur prise de décision? Et aussi, la dernière question, vous avez eu à le mentionner au niveau de la conclusion en lien principalement avec la jeunesse. Quelle est l'incidence de paramètres tels que l'intelligence artificielle, la désinformation généralisée, la diplomatie publique d'autres étapes aussi? Parce que principalement, on le voit aujourd'hui, au début de votre présentation, vous allez mentionner le fait que, par exemple, au niveau du soleil, lorsqu'il a été supprimé le service international, vous avez eu recours principalement à des communiqués de grandes agences de presse, par exemple AFP ou encore AP, entre autres. Aujourd'hui, quelle est, par exemple, l'incidence de la diplomatie publique qui peut être développée par des États tiers dans ce contexte? Pour le public, vous pouvez vous exprimer après que M. Ndiaye ait répondu à ces questions. On va procéder par des séries de 3 questions. Merci.
Merci beaucoup Fadilou pour votre question. Je pense que la première, c'est par rapport à la composante de l'opinion publique. N'est-ce pas? Oui, c'était ça. Oui, la composante. Comment est composée l'opinion publique par rapport à ça? Je pense que, pour revenir à la première définition, je pense que, comme je l'ai dit, l'opinion publique est l'opinion qui rend du public. Ou bien l'opinion du plus grand nombre. Mais aujourd'hui, qu'on voit, du moins, ce qui est vu, c'est que l'opinion publique, elle est un peu fragmentée. Elle n'est pas uniforme. Ce n'est pas parce, dis-moi, ce n'est pas parce que une question est posée que peut-être on y répond de manière standardisée. Aujourd'hui, ce qu'on voit par rapport aux opinions africaines, c'est elles sont dis-moi séquencées. C'est pas une opinion uniforme. C'est pas une opinion qui se conçoit de par une information donnée et après cette information-là, peut-être les opinions africaines développent leur analyse ou bien développent leur position par rapport à ça. Ce qui se passe, c'est que c'est une opinion qui peut changer, qui peut venir d'une position A pour aller, par exemple, vers une position B, mais qui n'est pas, comme je vais dire, uniforme. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est pas une opinion qui est uniforme. C'est pas une opinion qui se conçoit de manière très didactique avec une information qui est donnée et qui est relayée par les médias ou bien par les réseaux sociaux et qu'à part de ces informations-là, cette opinion-là se forme. Aujourd'hui, il est très difficile de quantifier ou bien de mesurer l'opinion africaine par rapport à une telle question. Parce que si vous voyez bien, le graphique que j'ai donné est assez illustratif. Vous avez une opinion qui change d'un pays à un autre. C'est parce que au Mali, ces institutions multilatérales-là, ces institutions continentales-là ont eu à jouer, entre guillemets, de mauvais rôles que l'opinion malienne n'est pas encline à les accepter. Si vous voyez bien en Gambie ou bien en Côte d'Ivoire, ces institutions-là ont joué un rôle important dans les vagues de démocratisation ou bien dans les phases de transition démocratique que ces opinions, ces institutions-là sont plus ou moins bien perçues. Donc, si vous voyez bien, cette opinion-là n'est pas uniforme et ne se forme pas de manière, j'allais dire, conforme à une question, mais un peu fragmentée et un peu dispersée, si je peux m'exprimer ainsi. Et vous, par rapport à vos deux questions, vous parlez de la capture de la décision. Je pense que si je comprends bien, comment ces opinions-là influencent les décisions, si vous voulez dire. Ouais, je pense que les questions internationales sont un peu difficiles à insérer au cours de l'opinion, parce que c'est des questions qui généralement ne nous touchent pas directement. Donc, comme ça ne touche pas directement, il sera difficile un peu d'impliquer les populations dans la prise de décision par rapport à ces institutions-là. Vous voyez, les questions internationales se discutent rarement à la place publique, se discutent rarement dans les médias. Vous l'avez rappelé, j'ai pris l'exemple sur mon média, Le Soleil, qui est un grand média, qui a 50 ans d'existence, qui a tout le temps cette référence de connu à l'international, qui a travaillé depuis des années sur des questions internationales, mais à un moment donné, ces questions internationales-là ont été relayées au second plan. Donc, si vous voyez bien, même nos médias ne mettent pas en avant ces questions internationales au cœur de leur programme. Si vous voyez bien, à part Le Soleil, il est rare de voir un journal qui a une page internationale. Je pense que le journal L'Enquête a fait souvent des articles ou bien des dossiers sur les questions internationales. Mais il est rare aujourd'hui de voir, par exemple, sur les télévisions, ou des pages dédiées à l'actualité internationale, si ce n'est que la reprise des dépêches, mais la reprise des informations venues d'ailleurs. Donc, vous voyez bien que il est difficile pour ces opinions-là de se forger une idée pour pouvoir influencer les décideurs sur des questions internationales. Donc, ce qui fait que souvent, à mon avis, les décisions viennent d'en haut. C'est peut-être les autorités qui sont en haut qui peuvent influencer l'opinion par rapport à une question internationale. Je pense que par rapport à la question, souvent je dis que c'est la question palestinienne. Si vous voyez sur la question palestinienne, souvent vous voyez des opinions qui sont un peu divergentes
par rapport à la position de l'État du Sénégal. Vous voyez des opinions qui disent que oui, nous devons rompre nos relations avec Israël. Mais vous voyez, dans la politique étrangère du Sénégal, cette question-là elle reste figée. Je pense que reste figée depuis des années que l'État du Sénégal va entretenir des relations avec l'État d'Israël, malgré que au niveau d'une certaine opinion, d'une certaine opinion via les réseaux sociaux, il y a des réprobations qui reviennent de plus en plus pour dire que oui, nous devons rompre nos relations avec Israël. Bon, et ces réprobations-là n'ont pas eu un écho favorable par rapport à la décision de hautes autorités sénégalaises sur leur politique étrangère ou bien sur leur relation avec l'État d'Israël. Et cette question-là, je pense que hier, j'ai fait un article sur ça. Le Sénégal a été reconduit depuis, je pense que la énième fois, à la tête du comité permanent de défense des droits du peuple palestinien. Et vous voyez que l'influence ou bien les décisions du Sénégal sur cette question-là ne se font pas souvent ce que dit l'opinion sénégalaise de manière générale. Ces décisions-là se font du moins sur ce que l'État du Sénégal regarde, qui sont peut-être sa posture depuis des années, et qu'il continue d'appliquer par rapport à cette question-là. Je pense que la deuxième question, vous voulez parler sur l'incidence de l'intelligence artificielle et tout. Hein? Démonstration, tout à fait. Je pense que je l'ai rappelé une fois, tout à l'heure avant de finir. Les questions multilatérales, les questions internationales sont, la presse, comme je l'ai dit, la principale source d'information aujourd'hui sur les questions multilatérales, ces questions internationales, ce ne sont plus les médias classiques. Moi, j'ai bien beau faire des articles tous les jours dans mon journal, mais l'influence que les réseaux sociaux peuvent avoir peut ne pas être le même cas que ce que mon journal peut avoir sur l'opinion. Et comme je dis, ces réseaux sociaux-là, ou bien ces médias sociaux-là, sont un peu les réceptacles de la désinformation, sont un peu les réceptacles de l'intelligence artificielle. Je pense qu'il faut faire très attention par rapport à ça, et la manipulation peut passer par ça. Je pense que sur des questions internationales, sur des questions de désinformation, de manipulation et de mésinformation, il y a des pays qui sont très spécialistes pour créer des campagnes de désinformation, des campagnes de mésinformation, des campagnes de fake news via les réseaux sociaux, et peuvent in fine influencer l'opinion publique d'un pays sur des questions données. Je pense que cette question-là est très importante, qu'il faut vraiment pas prendre à la légère, que aujourd'hui, je vais pas citer des pays, mais il y a des pays qui sont connus pour être des exemples de pays qui s'appuient sur la désinformation, qui s'appuient sur la manipulation, qui s'appuient sur l'intelligence artificielle via ces outils-là, pour propager des opinions, pour formater même une opinion sur des questions données. Et je pense que c'est très, comme vous l'avez dit, c'est très dangereux. Et je pense qu'il faut prendre en compte cette dimension-là, et pour qu'à l'avenir, que nous ayons un peu, je ne vais pas dire de filtres, parce qu'il sera difficile de faire des filtres par rapport à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tout ce qui se passe sur l'internet, mais que nous soyons assez prudents pour que nous ne tombons pas dans ce piège-là de la désinformation ou de la mésinformation. Merci à vous, Chimay. Oui. Il y avait juste une question avant que je ne donne la parole au public. Il y avait une question c'était Diane Batou poser la question. Elle voulait savoir comment est-ce que, elle dit bonjour monsieur Dia, merci pour votre présentation. Comment les États africains pourront être davantage influents dans les institutions multilatérales à travers les organisations régionales africaines à l'image de la CEDEAO et de l'Union africaine? Oui, je pense que cette question-là revient tout le temps. Merci d'abord Dianeba pour la question. Je pense que cette question-là, elle revient tout le temps. Elle revient depuis, comme je l'ai dit, depuis plus de 20 ans, sur comment les Africains doivent être plus influents sur les questions multilatérales. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons des débuts de solutions. Il y a eu un plaidoyer depuis longtemps sur la présence de l'Afrique au G20. Aujourd'hui, ce plaidoyer a eu un écho favorable avec l'Afrique qui a un siège au G20 à travers l'Union africaine. Je pense que c'est un début de solution. Je pense qu'il faut continuer le plaidoyer
à tous les niveaux, je pense que dans tous les forums, dans toutes les institutions où la parole est donnée aux Africains ou bien aux dirigeants africains, je pense que cette question-là doit être posée pour que nous ayons notre place qui nous revient de toi. Je pense que les institutions multilatérales, la plupart, comme les Nations Unies, ont été créées à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ce monde-là n'est plus. Je pense que ce monde-là, comme on dit, c'est un ancien monde. Maintenant, il y a un nouveau monde qui est là. Et ce nouveau monde-là appelle à ce que l'Afrique, qui sur le plan démographique a un poids certain, sur le plan économique aussi, qui commence à avoir un poids certain, et sur les grandes questions aussi qui nous concernent, que nous ayons notre mot à dire. Et je pense que ce serait bien que quand une mission d'opération de maintien de la paix est discutée et décidée pour un pays africain, que l'Afrique soit présente quand ces questions-là sont discutées au Conseil de sécurité via un membre permanent, pour que les opinions africaines soient de plus en plus prises en compte, soit que les opinions africaines soient de plus en plus revalorisées. Et je pense que si ce plaidoyer-là continue de plus belle, je pense que in fine, nous aurons les résultats que nous espérons, à savoir peut-être avoir un membre au Conseil de sécurité. Déjà, nous avons une place au G20. Peut-être demain au G7, nous ne serons plus invités, nous serons des partenaires dignes de ce nom à venir à la table des gens du monde et leur dire nos préoccupations et nos questions. Merci. Merci. Maintenant, je vais laisser la parole au public. Par ordre d'arrivée, je pense que M. Moustek va poser sa première question. On vous demandera juste de vous présenter d'abord et d'être bref dans votre allocution, s'il vous plaît. Merci. Vous pouvez ouvrir votre micro, M. Moustek. Ensuite, Dr. Djibi Diallo va poser sa question. Bien. Bonjour. Bonjour. C'est le docteur Djibi Diallo. Bonjour. Voilà, c'était pour quand même féliciter M. Ndiaye par rapport à son exposé et féliciter quand même le laboratoire LASPAD par rapport effectivement à l'animation de ces questions très actuelles qui interpellent notre continent. Moi, c'est plutôt une contribution que je voudrais faire par rapport à une perception. Par rapport à l'opinion de l'Afrique par rapport au multilatéralisme, à mon avis, tout dépend du contexte et de la position dans laquelle on se trouve. Le premier constat d'abord, c'est la question de l'information. Nous sommes aujourd'hui dans une ère de manipulation où l'information est diffusée en fonction des intérêts au niveau géopolitique et au niveau économique. À mon avis, donc, nous, Africains, la position que nous devons avoir par rapport à cela, c'est que d'abord, il faut qu'on parle le même langage. Il faut qu'on connaisse les mêmes objectifs. Mais la difficulté que nous avons par rapport à l'opinion, c'est parce que d'abord, les pays du Nord sont parvenus à créer une perception. Et de cette perception-là, qui passe par la manipulation de l'information, qui fait qu'effectivement, ils créent une opinion. Et cette opinion-là, en général, elle est perçue par les Africains à plusieurs niveaux différents, à plusieurs échelles différentes, suivant effectivement notre compréhension des intérêts qui nous animent. Pour maintenant, à mon avis, par rapport au multilatéralisme, il faudrait que je dise qu'en Afrique, nous parlions le même langage, parce que, en quoi faisant, qu'on refuse d'accepter que l'Afrique est un continent à problème. L'Afrique est un continent d'opportunités, avec son climat, avec sa jeunesse, avec ses ressources naturelles. Au lieu d'être un continent d'opportunités, nous avons accepté que l'Afrique soit un continent à problème, avec des conflits qui naissent au nord, au centre, à l'ouest, au sud, à l'est, et que finalement, chacun pense que l'Afrique est un continent à problème, alors que l'Afrique est un continent d'opportunité. C'est cette acceptation qui crée effectivement cette division dans la perception, cette multiplicité dans la perception, et cette perception effectivement crée une opinion diversifiée par rapport effectivement suivant le domaine dans lequel on se trouve. Ce que pense aujourd'hui le Sahel, les pays du Sahel, c'est pas ce que pensent les pays du Nord en Afrique. C'est pas ce que pense le pays du Sud en Afrique. Donc, c'est pour dire que la perception d'abord, nous devons la vaincre. Pour la vaincre, il faudrait qu'on continue à travailler dans l'unité africaine.
Tant que l'Afrique n'arrivera pas à parler le même langage, tant que l'Afrique n'arrivera pas à vaincre les barrières, les frontières, les lignes de démarcation qui sont créées, alors que ça doivent être des ponts de solidarité, nous, les Africains, cette perception que les gens ont eu à créer sur nous, nous tombera toujours dessus. L'autre aspect, là, par rapport à la manipulation, même au niveau des sondages, il faut qu'on fasse beaucoup attention. Souvent, quand un sondage est commandité, il a un objectif. D'abord, qui commandite le sondage? Pourquoi il le fait? À quelle fin? N'est-ce pas donc? Il faut qu'on ait un esprit critique par rapport au sondage, parce que c'est le sondage qui commande en général les décisions africaines. Si on regarde ce qui se passe au niveau, n'est-ce pas, du Conseil de sécurité en Afrique, des questions sont là qui ne sont pas traitées. Et pourtant, l'Afrique se bat. On ne peut pas se battre pour l'Afrique et oublier les Africains, les empêcher de participer eux-mêmes à leur propre développement. Donc, c'est pour dire que le sujet est extrêmement vaste, extrêmement important, mais mon intervention, c'était juste par rapport d'abord à la perception avant l'opinion. La perception, maintenant, elle découle la plupart du temps sur ce que veulent les pays du Nord et qui nous empêche de réfléchir sur nous-mêmes, qui oriente notre perception, et cette perception devient une opinion. Mais nous, le multilatéralisme aujourd'hui, nous devons le prendre aujourd'hui positivement s'il parvient effectivement à aider les Africains à s'unir, n'est-ce pas, par le désarmement, aider les Africains à s'unir par le développement, et les Africains à s'unir par aujourd'hui, au niveau géopolitique et militaire même, qu'ils puissent participer à des questions suivant leur sécurité. C'est vraiment ce que je voudrais dire comme contribution et remercier quand même vraiment M. Ndiaye par rapport à son exposé et le laboratoire quand même l'ASPAD. Je vous remercie. Et merci à vous. Merci pour cette contribution. Je pense qu'on va laisser maintenant la parole à Moussa Tek avant de venir sur les autres questions qui ont été posées au niveau du chat. Monsieur Moussa, vous avez la parole. Il suffit juste d'activer à nouveau votre micro. C'est bon. Allô? Bonsoir. C'est bon? Bonsoir. Bonsoir à vous. Vous allez bien? Ok, merci beaucoup. Je félicite vraiment le communicant par rapport à la qualité de la présentation, la pertinence du sujet qui est un sujet d'actualité aujourd'hui. L'opinion, notamment l'opinion publique par rapport aux questions internationales. J'ai deux petites questions, mais rapidement, je voudrais contribuer un peu. Après, je pose d'abord les deux questions, après une petite contribution. La première question, c'est selon vous, quel est le poids réel de l'opinion publique aujourd'hui dans la politique étrangère, notamment des pays africains, parce que c'est de l'Afrique dont nous parlons. C'est bon? Oui. La deuxième question, vous avez parlé de l'opinion publique de façon générale, mais si je regarde très bien, parce que les sondages, comme le docteur l'a dit, les sondages, peut-être ça dépend de l'objectif visé par le centre qui a fait les études. Maintenant, est-ce que vous ne pensez pas que beaucoup de gouvernements, beaucoup d'États ne sont pas dans ce qu'on appelle la diplomatie populiste aujourd'hui? Parce que c'est vrai, il y a une sorte de diversification, mais est-ce que c'est pas une sorte, ce qu'on appelle dans le jargon de la rue, une souveraineté un peu frélatée? Parce que aussi, au sein de nos États, il y a certains politiques aussi, certains États aussi essaient de manipuler l'opinion publique pour montrer un peu leur impuissance. On rejette tout un peu sur l'extérieur. On fait de l'extérieur un bouc émissaire, alors que autour des questions aussi, il faut l'opinion publique, mais sur la base sur la base qui peut vraiment contribuer à des décisions, qui peuvent vraiment contribuer au développement de l'Afrique, comme le docteur l'a dit, faire des débats autour des questions réelles de l'Afrique. Par exemple, que l'Afrique ait une voix au niveau international dans le cadre du multilatéralisme. Merci. C'est Zoumana Kone, je suis doctorant à l'ULB à Bruxelles, mais inscrit à Bamako. Merci à vous. Merci. Merci. Je pense que vous pouvez répondre à ces
à ces diverses interventions et ensuite on va revenir sur les questions qui ont été posées au niveau du Tchad. Ok. Merci beaucoup. Merci d'abord à M. Diallo, Dr Diallo, qui est le président de l'amicale des alumni du CES sur l'école où je suis sorti. Donc, je pense que il a fait une excellente contribution par rapport à la perception, à l'opinion, comme il le dit, qui vient du pays du Nord. Je pense que son intervention rappelle un peu ce que Amadou Mahtar Mbow théorisait quand il était à la tête de l'UNESCO, quand il parlait de ce nouvel ordre mondial de l'information et de la communication. Et ce qui est toujours actuel, parce que ce qu'on voit, c'est que, comme je l'ai dit, par rapport à ces questions internationales, ces questions multilatérales, nous nous informons que via les médias du Nord, les médias européens, que ce soit les grandes agences de presse, que ce soit les grandes chaînes d'information. Parce que ce qui fait que notre perception, ou bien l'opinion par rapport à cette question-là, peuvent ne pas être vraiment une opinion fondée sur des faits réels. Je pense que par rapport à cela, il faut que nous, Africains, que nous faisons en sorte de nous informer par nous-mêmes. Je pense qu'à ce niveau-là, il est très important, peut-être de créer de grandes chaînes d'information africaines qui nous permettent de relayer des informations par nous-mêmes. Je pense que tant que nous ne faisons pas cela, tant que nous ne n'arrivons pas à s'informer par nous-mêmes, s'informer de nous-mêmes, je pense que la manipulation va davantage s'installer et notre opinion peut être biaisée par rapport à ces questions internationales-là. Je pense que ça, c'est très important à mettre en œuvre. Je pense que le Dr Diallo l'a bien dit par rapport à la manipulation et par rapport à la perception. Et par rapport aussi au sondage, je suis d'accord avec lui. Je pense que, comme je l'ai dit à l'entame, nous dans nos cours de sondage, c'était très animé parce que nous disions souvent à notre professeur que mais est-ce que ce sondage-là dit la vérité ou bien bon, mais il nous disait que souvent il y a des marges d'erreur qu'il faut intégrer dans l'analyse. Quand vous analysez un sondage, il y a des marges d'erreur à intégrer sur les résultats. Je pense que c'est ce que j'avais à dire par rapport à l'intervention de M. Diallo. À l'intervention de M. Moussa Tek, Zoumana, comme il l'a dit, je pense que il pose la question quel est le poids réel de l'opinion par rapport aux pays africains, par rapport à la politique étrangère des pays africains. Je pense que, comme je l'ai répondu tout à l'heure, ça c'est tellement difficile de quantifier le poids de l'opinion dans la politique étrangère, dans la définition de la politique étrangère d'un pays. Parce que souvent, vous allez voir des politiques étrangères qui sont un peu à contre-courant. Je veux dire peut-être entre guillemets d'une opinion ou bien des opinions qui sont développées dans un pays. Je donne par exemple l'exemple des relations entre le Sénégal et Israël. Aujourd'hui, de plus en plus, bon, est-ce que c'est peut-être l'opinion la plus répandue, mais c'est une opinion qui est souvent audible via les réseaux sociaux où des organisations, des hommes politiques, des hommes, des professeurs d'université, des organisations demandent à ce que nos relations avec Israël soient revues. Mais ça n'influence pas la politique de l'État du Sénégal sur ces questions-là. Donc, il est un peu difficile de quantifier ou bien de mesurer le poids réel de l'opinion par rapport à la définition de la politique étrangère d'un pays. Et pour la deuxième question, vous avez parlé un peu de cette démocratie populiste par rapport à... Je pense que cette diversification-là, pour moi, elle est utile. Cette diversification des partenariats-là que nos pays ont enclenché depuis presque 2 décennies ou 3 décennies, elle est indispensable parce que il nous faut arriver à telle sorte que à aller prendre le meilleur de chaque partenaire. Pas, moi, je suis contre le fait de stigmatiser un partenaire comme peut-être le font certains pays pour indexer, par exemple, la France, pour indexer des pays occidentaux. Moi, je dis que la France est un partenaire comme les autres, la Russie est un partenaire comme les autres, la Chine est un partenaire comme les autres. Maintenant, travaillons d'égal à égal avec ces partenaires-là et voyons ce que nous pouvons tirer de meilleur de chaque partenaire, pas faire en sorte que, ben, écoutez, nos malheurs viennent de la France. Moi, je suis pas d'accord sur cette question-là. À chaque fois, je le dis tout le temps, je dis, ben, écoutez, les Français, l'État français défend ses intérêts. Il défend ses intérêts partout dans le monde et un État normal doit faire ça. Nous aussi, étant africains, défendons nos intérêts. Quand nous sommes en face d'un partenaire français, de l'État français,
défendons nos intérêts. L'État français ou bien la France a des expertises sur tel domaine. Allons prendre cette expertise-là. Mais en défendant nos intérêts, la Chine a une expertise sur un tel domaine. Allons prendre cette expertise-là et essayons d'agréger toutes ces expertises-là pour nous projeter vers l'avant, mais pas en indexant ou bien en accusant un pays ou bien des pays comme étant la cause de nos malheurs. Sur ce plan-là, comme vous l'appelez la diplomatie populiste, moi je suis pas d'accord sur ça. Je suis pour que nous ayons un partenariat avec tout le monde, nous soyons ouverts avec tout le monde, tout en défendant nos intérêts. Avec la France, avec la Russie, avec n'importe quel pays. Si vous défendez vos intérêts, ben écoutez, vous n'allez pas peut-être accuser ce pays-là d'être la cause de vos malheurs, quoi. Et merci beaucoup pour les questions. Il y avait, merci pour l'intervention. Il y a également d'autres questions qui ont été posées au niveau du chat, cette fois-ci par Ayrton. Bonjour, bonjour, je vous remercie pour votre présentation très claire. On comprend que les opinions publiques sont ouvertes sur le multilatéralisme. Toutefois, influencent-elles en conséquence les politiques étrangères de leurs États ou ces derniers relèvent toujours du champ du dirigeant? C'est par rapport, je pense que c'est une question qui a été déjà posée par Moussa Zoumane tout à l'heure. Aussi, la pratique de votre métier. Cette fois-ci, il vous questionne sur la pratique de votre métier. Il demande si la pratique de votre métier évolue-t-elle en cherchant l'intrication entre le multilatéralisme et l'opinion publique. Par exemple, pouvons-nous dire que les médias deviennent un acteur des relations internationales? Oui, je pense que cette question-là, les médias ou bien d'autres médias aussi peuvent être un acteur des relations internationales. Je pense qu'aujourd'hui, les médias internationaux, si vous voyez bien, les grandes chaînes d'information qu'il y a, américaines, qu'elles soient françaises, qu'elles soient britanniques, BBC, France 24, CNN, sont des acteurs dans la politique étrangère de leur pays. Je pense qu'aujourd'hui, si vous voyez bien que les opinions développées via CNN, c'est vraiment des opinions qui viennent des États-Unis. Et ces opinions-là, les États-Unis veulent nous imposer ces opinions-là via leurs médias, que ce soit CNN, que ce soit ABC, que ce soit BBC, que ce soit France 24. Et aujourd'hui, pour contrebalancer ça, vous voyez des pays comme le Qatar qui ont aussi développé cette politique-là, à avoir aussi de grands médias puissants comme Al Jazeera, qui est aujourd'hui un grand vecteur d'information et de grand vecteur dans la formation des opinions publiques dans les pays arabes. Je pense que les opinions publiques dans les pays arabes ont beaucoup changé depuis que Al Jazeera a émergé. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de ce nouvel ordre mondial de l'information et de la communication théorisé par Amadou Mahtar Mbow. Il faut que les peuples s'informent via leurs médias. Tant que cela n'arrive pas, nous aurons peut-être des distorsions ou bien nous aurons des opinions qui sont biaisées. Parce que celui qui donne l'information, comme nous l'avons l'habitude de dire dans les centres de l'information, le canal, l'émetteur a souvent des intérêts que peut-être le récepteur ne peut ne pas comprendre. Donc quand l'émetteur peut-être à d'autres intérêts ou bien à d'autres désirs via l'émission du message, quand le récepteur va prendre le message, peut-être le récepteur peut consommer le message sans comprendre les désirs ou bien les ambitions de l'émetteur, et ça peut créer un problème. Donc vous avez vraiment raison, les médias peuvent devenir un acteur, pas peut-être un acteur comme le soldat et le diplomate, mais un acteur peut-être périphérique aujourd'hui des relations internationales. Merci. Il y a également une autre question de M. Sekouna Diatta. Il dit bonjour M. Ndiaye, je m'appelle Sekouna Diatta, étudiant en sciences politiques en master de recherche. Dans une logique d'analyse réaliste en relations internationales, est-ce que l'Afrique peut-elle prétendre à une place de décideur au sein de grandes organisations internationales comme l'ONU, comme le Chili et l'Union africaine? Oui. Merci beaucoup, Cheikhouna, merci beaucoup. Je pense que dans la logique réaliste, il se dit que le monde est un rapport de force. Je pense que c'est un rapport de force. Les réalistes, moi, je les aime bien, donc, parce qu'ils sont pragmatiques. Ils disent que le monde est question de rapport de force, question d'intérêt national, question du plus fort. Par rapport à cela, pourquoi pas l'Afrique, à mon niveau, est assez forte pour pouvoir prétendre avoir cette place-là que les opinions africaines réclament, parce que nous avons un continent jeune, nous avons un continent qui aujourd'hui détient la plupart des ressources naturelles dans le monde. Je pense que
un pays comme le Congo est assez illustratif de ce pouvoir africain-là parce que les conflits qui se déroulent sont des conflits liés à l'exploitation de minerais qui sont très importants aujourd'hui dans ce qui se fait dans le monde technologique. Donc, si nous avons ces richesses-là, nous avons un certain nombre de pouvoirs et de forces pour pouvoir peser sur les organisations internationales. Je pense que l'Afrique est, pour moi, assez forte, assez puissante pour pouvoir peser très fort sur la balance afin de réclamer la place que ces opinions réclament de plus en plus sur les questions multilatérales. Merci. On a également deux autres questions. C'est la première, elle a été posée par Temnon, il n'a pas donné le nom. Il dit, il axe plutôt sa réflexion sur le cas éthiopien. Je pense que c'est un peu éloigné de notre contexte, mais il demande, confrère, faites-nous aussi la lecture de l'Éthiopie, son poids historique depuis l'Éthiopie, il y a, sa perception sur ces quantités, l'opinion, miroir grossissant de l'opinion internationale. La place de l'Afrique est encore marginale dans le dispositif du droit de veto. Quel serait le poids du droit international en construction? J. Silva. Et la deuxième question, elle a été posée par M. Moustapha Rom. Il commence par merci beaucoup pour votre exposé. Le multilatéralisme garantit dans une certaine mesure les possibilités de mobilité au niveau sous-régional, régional et global. Cet acquis n'est-il pas mis à mal par les opinions publiques africaines? Oui. Merci beaucoup, Moustapha, pour la question. Comme vous l'avez dit, le multilatéralisme, par exemple, la CEDEAO, qui garantit la mobilité, la circulation des biens et des personnes, est-ce qu'elle est bien comprise par les opinions africaines? Je pense que, comme je l'ai dit au départ, la montée de ce nationalisme ou souverainisme peut être contradictoire au judo du multilatéralisme, parce que le multilatéralisme promet la liberté, la libre circulation des biens et des personnes, comme je l'ai dit, sur la CEDEAO. Par exemple, prenons l'exemple qui nous est le plus proche, la CEDEAO, où il est dit que il y a une libre circulation des biens et des personnes. Par exemple, moi, en tant que citoyen de la CEDEAO, je peux circuler librement dans tous les pays de la CEDEAO. Ils étaient 15 pays avant le départ du Mali, du Burkina et du Niger. Est-ce que je pouvais auparavant circuler? Est-ce que cette libre circulation est comprise par les opinions publiques? Oui, je vais dire oui, parce que bon, les opinions publiques africaines ne sont pas trop réfractaires à multilatéralisme, mais de plus en plus, ce qu'on voit, c'est cette montée du nationalisme souverainisme, qui, disons-le, s'oppose clairement sur le plan doctrinal au multilatéralisme. Parce que ce que dit le souverainisme ou le souverainisme nationalisme, c'est-à-dire que c'est de s'en renfermer sur soi-même, de croire en soi-même, de partir de soi-même, alors que moi, je dis que le monde est un monde interconnecté. Il nous faut commercer avec les autres, il nous faut discuter avec les autres, il nous faut du moins essayer de trouver des cadres de coopération avec les autres pour que certaines choses que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes, que peut-être les autres peuvent nous aider à le réaliser et in fine à trouver ce que nous voulons sur cette question. Et parce qu'à ce niveau-là, il faut que les opinions africaines soient assez ouvertes, parce que si vous dites que vous êtes membre d'une organisation multilatérale, il vous faut aussi respecter les chartes et les règles que ces organisations-là ont édictées. Par exemple, pour la CEDEAO, qui demande à ce qu'il y ait une libre circulation des biens et des personnes. Le Sénégal est membre de la CEDEAO, donc le Sénégal doit accepter que des citoyens de la CEDEAO puissent circuler librement au Sénégal, et vice-versa aussi, que les Sénégalais aussi puissent circuler librement dans l'espace de la CEDEAO. Je pense que l'opinion africaine les opinions africaines ont intérêt à plus comprendre que le multilatéralisme s'oppose sur le plan doctrinal à cette montée du nationalisme ou souverainisme. Merci à vous, mon cher. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Il serait temps de conclure. Je voudrais juste rappeler une chose. Les questions internationales peuvent ne pas concerner le grand public ou faire l'appropriation par le grand public. Ça me rappelle l'exemple de
des pièces de shekel qui avaient été données au premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, alors qu'il faisait campagne dans un marché de Jérusalem. Le commerçant lui a remis les pièces de shekel pour lui rappeler également que au-delà de l'international, la vie politique intérieure également pouvait avoir de l'importance. Cela est une parfaite illustration que les questions multilatérales n'occupent pas la place prépondérante au niveau des individus. Les préoccupations premières peuvent être du domaine de la vie quotidienne, du pouvoir d'achat, de la sécurité, de l'éducation, de la santé, entre autres. Mais toutefois, concernant la question de l'opinion publique et de son rapport par rapport aux questions multilatérales, on peut dire que c'est une question qui a eu une place assez particulière depuis un certain nombre de temps au niveau de l'Afrique. Vous avez donné l'exemple d'Amadou Ouattambo lorsqu'il a essayé de mettre en place de nouvelles ordres modernes de l'information et de la communication. Sauf que le problème à ce niveau est qu'il a eu à voir une certaine résistance des États-Unis et une sortie ultérieure de l'administration Reagan de l'UNESCO plus bas. On peut avoir certes un narratif occidental qui peut être imposé au travers d'une diplomatie publique assez forte. Vous avez donné l'exemple de CNN, de Fox News, de BBC, de France 24 et même d'Al Jazeera. Mais il y a une appropriation qui est beaucoup plus soutenue, qui est faite au niveau également africain. Puisque par exemple dans des domaines tels que l'environnement, il y a une appropriation privative d'organismes privés dans le cadre des négociations environnementales ou encore dans le domaine de la réforme de la gouvernance mondiale. Il y a de plus en plus des initiatives privées qui peuvent être prises, même si la répercussion n'est pas nettement soutenue au niveau des décideurs. Il y a également le côté populiste de la diplomatie qui a été soutenu. Moi, le populisme, c'est pas trop une expression que j'aime retenir dans le cadre de mes réflexions, mais on a tendance à avoir quand même des accusations qui partent d'un côté et qui sont portées vers d'autres. Rien que si l'on prend l'exemple de la sous-région, on peut observer cette tendance. Au final, on peut dire que l'opinion publique africaine est assez saisie des questions multilatérales, même si le niveau n'est pas encore assez élargi. On peut dire que c'est un cercle d'initiés qu'il avait au départ, mais avec les réseaux sociaux, avec la jeunesse, le phénomène s'amplifie de plus en plus. L'Afrique tend à demander ou à vouloir peser davantage dans le processus international. Aujourd'hui, il y a des mentions qui sont faites, par exemple, d'un cadre comme le consensus des juvéniles, au-delà même du seul cercle d'initiés, au-delà même du seul cercle des diplomates, du seul cercle des universités, du seul cercle de la presse auquel vous appartenez en clair. On peut dire qu'également que cette opinion peut dans certaines situations être libre, légitime, portée par les Africains, eux-mêmes, mais également dans certaines situations, elle peut être influencée. Par exemple, on a donné l'exemple des sondages. Très souvent, on utilise la maxime comme quoi on fait dire qu'au chiffre second. L'exemple ça peut être l'exemple des sondages. Concernant l'influence que ces opinions pourraient avoir dans la politique étrangère, elle en est encore assez balbutiante, elle est encore minime. La politique étrangère, quand on a fabriqué la décision en matière de politique étrangère, reste principalement du ressort de l'exécutif dans la plupart des États africains. En clair, je pense qu'on a fait le tour. C'était tout ce qu'on avait. Je vous laisse le mot de la fin. Hein. Après, on va clôturer. Ok, merci beaucoup Fadilou, merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, hein, l'opinion, la fabrique de l'opinion ou bien l'influence de l'opinion sur que la définition de la politique étrangère est assez balbutiante. Et peut-être nous arriverons à un niveau où la définition de la politique étrangère peut-être prendra en compte des avis de l'opinion, mais il faudra que nous ayons une opinion assez qui est avertie, assez j'allais dire imprégnée de ces questions-là pour pouvoir poser. Je pense que comme nous l'avons, la politique étrangère commence
par l'intérieur, par d'abord la politique intérieure. Il faut d'abord que les politiques intérieures là soient réglées, que les questions d'ordre social, d'ordre sécuritaire, sur le plan national, soient réglées d'abord pour que l'opinion puisse s'intéresser à ce qui se passe ailleurs, même si ce qui se passe ailleurs peut avoir des implications sans que ça pas rendre compte, que l'opinion ne s'en rende pas compte, que peut avoir des implications sur sa vie actuelle. Je pense que merci beaucoup d'abord à vous pour la modération de qualité et merci aussi à votre laboratoire, la SPAD, pour l'invitation qui m'a été faite pour venir discuter de cette question-là. Je pense que j'ai dit peut-être ce que j'ai pensé, peut-être ça peut ne pas être à la hauteur, mais je crois que c'est ce que moi je pense de cette question-là sur les questions de l'opinion et du moins de l'opinion par rapport aux questions méthodales. D'abord, merci beaucoup à vous. Merci aussi au public qui a posé des questions de qualité et des interventions aussi de qualité. Je pense que je vous encourage, comme je l'avais dit au départ, à continuer à éclairer. Je pense que l'opinion a besoin des éclairages comme le vôtre, qui pourra lui permettre aussi de savoir réfléchir, de savoir décider, de savoir prendre des décisions claires. Parce que si ce n'est pas vous, les sachants, qui éclairez l'opinion, je pense que l'opinion peut être éclairée par d'autres, et ça va les rendre sombres, du moins, les rendre sombres leur vision, quoi. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah. Allez, merci à vous, monsieur Ndiaye, merci. Et sur ce mot, je tenais également à remercier le public pour la participation, pour les diverses interventions, ainsi que pour les interrogations que ce débat a eu à susciter. Sur ce, on vous invite à vous abonner sur les diverses plateformes du NAM et de l'ASPAD. La série de séminaires ne va pas s'arrêter là. C'était la première du mois de l'année 2026. D'autres vont s'en suivre. Merci encore.